Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'Ukraine avec la prise annoncée de Bakhmout par la Russie, également les F-16 qui vont arriver très prochainement en Ukraine. Mais d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée et que la totalité des fonds sont reversés à des associations ukrainiennes. J'ai plus de 75 000 € qui ont été reversés à l'Ukraine depuis plus d'1 an. Et notre partenaire aujourd'hui encore une fois, c'est NordVPN. C'est la sécurisation garantie pour votre connexion Internet, que vous vous connectiez depuis un ordinateur ou depuis votre téléphone. Ça vous permet déjà d'apparaître dans une région dans laquelle vous ne trouvez pas. Par exemple, si vous ne voulez pas qu'on vous suive ou qu'on vous trace et si vous voulez avoir accès à du contenu qui n'est pas autorisé dans le pays dans lequel vous vous trouvez, par exemple, aujourd'hui, je ne pouvais pas accéder aux chaînes d'information françaises alors que j'y passais, c'est dommage. Ensuite, le deuxième point qui est absolument fondamental, c'est la sécurité. Tout votre flux de données va être chiffré entre votre connexion et le point d'arrivée. C'est-à-dire que si vous vous connectez depuis un aéroport, une gare, un hôtel, personne ne pourra intercepter votre flux de données, ce qui vous garantit l'anonymat, la sécurité totale. Ça permet également d'éviter que des personnes prennent contrôle de votre ordinateur pour s'en servir par exemple pour attaquer d'autres organismes, ça s'appelle le DDoS. Alors cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, comme ça vous aurez 4 mois d'abonnement gratuit sur l'abonnement de 2 ans avec une super promotion. 30 jours d'essai sans engagement pour valider que ça vous sera utile. Comme ça, vous serez zen sur Internet, comme je suis zen quand je me balade dans ce genre d'endroit. Allez faire du sport, mais en attendant, on retourne à notre vidéo. Bonsoir, nous recevons Xavier Titelman. Bonsoir Xavier Titelman. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de tout ce qui tous les combats aériens et du rapport de force au sol. Évidemment, à Bakhmout, c'est ce soir l'événement majeur. Le sort a basculé dans la cité martyre de Bakhmout. Les déclarations se font en réalité moins contradictoires. De son côté, l'Ukraine reconnaît qu'elle tient seulement, ce sont ses mots, une partie insignifiante de la ville. Les Russes de Prigojine revendiquent la victoire. Il multiplie les images que vous voyez, images triomphales dans cette cité en ruine. C'est sur la suite des combats que les versions divergent toujours. Pour l'Ukraine, on va y revenir, il y aura une reprise, il y aura une forme de contre-attaque de l'Ukraine. Il parle déjà des moyens, et vous nous direz ce qui est faisable ou non, d'une contre-attaque par les flancs de la ville, alors qu'évidemment, pour Moscou, c'est une victoire décisive. D'ailleurs, Vladimir Poutine annonce qu'il va décorer Prigojine et ses hommes, les miliciens de Wagner. Sur l'état de la ville, sur ce qu'on sait quand les Ukrainiens disent une partie insignifiante, comment traduire ça ? Non, ils tiennent à peine une rue ou deux avec quelques bâtiments de grande hauteur qui font que c'est quand même compliqué de les prendre. Ils peuvent encore résister, mais finalement, ça n'a pas réellement d'intérêt. Par contre, pour les Russes, évidemment, il fallait absolument prononcer une victoire. Et là, aujourd'hui, on est le jour anniversaire de la chute de Mariupol. Donc, c'est peut-être aussi ce choix de dire c'est aujourd'hui, ça va arriver dans quelques jours, c'est bientôt la fin. Mais en tout cas, la ville, il en reste absolument rien, comme on l'a déjà dit. Hier, le général Chouvency disait sur ce plateau, pour vraiment tenir une ville, il faut avoir plusieurs kilomètres de profondeur pour vraiment empêcher une contre-attaque trop rapide. Est-ce que c'est une bonne définition ? Oui, très certainement. Après, quand on est sur une sorte de château fort, finalement, on tient le château fort, donc il reste 1% de la ville, et il pourrait peut-être le tenir. Mais finalement, quel est l'intérêt de tenir si peu ? Autant reculer, autant se réorganiser, autant continuer à faire souffrir les Russes. En plus, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que Prigojine a dit qu'il allait laisser la place à l'armée russe. Et on commence à observer déjà que certaines unités russes qui étaient en réserve vont vers le front, vont à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il y aura moins de troupes disponibles pour se défendre sur une future contre-offensive ailleurs. Vous connaissez jusqu'à la géographie de la ville. On peut revoir peut-être l'image précédente avec Prigojine qui est au centre-ville, la gare de Bakhmout. Et là, une architecture assez caractéristique, c'est cet arrondi de l'entrée de la gare, comme d'ailleurs pas mal de villes dans cette région-là de l'Europe. Et ces lieux-là, précisément, ça montre. Alors, ça, là, on est vraiment au centre, là, c'est cette partie de la ville. Ça, c'est tenu assurément, mais c'est aux confins de la ville qu'il y a encore une incertitude. Les rues dont vous parliez, ou la rue dont vous parliez. Tout à fait, oui. Depuis, en gros, le début avril, ils ont annoncé que on tient la mairie, on tient le centre-ville, donc on tient la ville. Non, évidemment, il a encore fallu continuer à avancer. Et puis finalement, même on peut regarder de l'inverse extrême, Stalingrad, les Allemands avaient pris 90-95% de la ville, et puis finalement, ils ont été débordés par les flancs. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils tiennent la totalité de la ville que ça va pas se retourner. On peut vous donner des exemples même en Ukraine, la ville d'Izium, il avait fallu plus de 2 mois aux Russes pour la prendre, ils l'ont perdue en 2 jours quand il y a eu les contre-offensives. Est-ce qu'il faut avouer, cela étant le biais occidental, on parlait tout à l'heure avec Isabelle Lasserre, inversons les choses. Si c'est les Ukrainiens qui tenaient 98 ou 99,9% de la ville,
On dirait pas que c'est une victoire à la Pyrrhus. Évidemment, on est vu d'Europe de l'Ouest où la solidarité est avec les Ukrainiens. On dirait grande victoire ukrainienne. Donc, Non, prendre 1 km² au mois de mars, prendre 5 km² au mois d'avril, et puis être sur un rapport de force où ils perdent plus de superficie qu'ils n'en gagnent depuis le début du mois, c'est pas une victoire. Combien la Russie peut se permettre de victoires comme celle-là ? Est-ce qu'ils pourront se permettre d'avoir autant de victoires avec autant de morts ? Non, évidemment. Des dizaines de milliers. Personne ne sait exactement. Joe Biden, au Japon, a même articulé 100 000. Tout à l'heure, on parlait de 40 000. De toute façon, personne n'a le chiffre exact. Mais des dizaines de milliers, sans doute. Certainement. Alors, des dizaines de milliers, c'est quasiment sûr, puisque déjà, Prigojine, la milice Wagner, a engagé 50 000 anciens prisonniers. Il n'y en a plus que 10 000 qui étaient aptes au combat quelques mois plus tard. Donc, il y a au moins 40 000 morts et blessés juste chez les anciens prisonniers. Si on ajoute à ça les mois et les mois d'attrition très importants dans lesquels on a vraiment un rapport de force qui était très favorable en faveur des Ukrainiens, puisque c'est eux qui se défendent, c'est eux qui reculent et c'est eux qui font souffrir les Russes en les laissant accéder uniquement à des zones dans lesquelles ils ont les snipers, des zones qui sont minées. Donc même en reculant, ça a coûté plus cher aux Russes. Ce qui fait qu'on peut avancer sans perdre trop de troupes, c'est qu'il faut qu'il y ait une domination qui soit très franche, très nette. Par exemple, ce que les Russes avaient tout au début de la guerre, ou ce que les Ukrainiens avaient, par exemple, pour reprendre Kherson. Du côté des Ukrainiens aussi, il y a des pertes très importantes. Tout à l'heure, sur ce plateau, va nous rejoindre Charlie Nurel. Elle revient d'Ukraine. Elle parle du traumatisme des soldats ukrainiens, ceux notamment qui reviennent de Bakhmout, quand ils ne sont pas morts, quand ils ne sont pas mutilés. Les traumatismes psychiques qui fait que le renouvellement des soldats ukrainiens est difficile. Il ne faut pas non plus taire ces difficultés-là. Bien sûr, mais une guerre est une catastrophe humanitaire à tout point de vue et il y aura des traumatismes sur des décennies et des décennies. Maintenant, on est uniquement sur le rapport de force. Et on dit souvent qu'une guerre, ça se gagne pour celui qui accepte de souffrir 15 minutes de plus. Malheureusement, il y a des milliers d'hommes valeureux qui sont en train de mourir. Certaines personnes qu'on a eues ici sur ce plateau, par exemple Looping, un de ses proches est décédé il n'y a pas très très longtemps, dans une zone qui n'était pas très loin. Donc il continue à avoir des morts tous les jours dans les deux camps, et évidemment ils ne s'en remettront pas. Maintenant, la vraie question c'est jusqu'à où est-ce que chacun peut tenir ? L'Ukraine n'a pas le choix. Quelle que soit la souffrance, elle devra tenir. Je souligne que vous êtes non pas un connaisseur théorique, vous êtes allé sur le terrain, vous avez des liens très proches avec plusieurs des combattants français volontaires dans cette région. Ils vous disent, n'est-ce pas, que les derniers jours, dernières semaines, dernières heures ont été particulièrement âpres. De toute façon, à partir du moment où c'était la Russie, l'armée russe et pas seulement Prigojine qui voulait reprendre la ville, il y a eu une volonté de raser. C'est-à-dire que là, on a revu de nouveau les munitions incendiaires, tout ce qu'on peut imaginer de pire, qui est totalement interdit par toutes les conventions, la volonté de détruire ce qui restait de la ville. Et la ville, on voit très bien, il n'y a plus aucun bâtiment qui est intact. L'aviation, quand les Russes disent, parce qu'évidemment l'armée régulière ne veut pas laisser tout le bénéfice à Wagner, et elle disait hier soir déjà, nous avons donné de l'aviation. Est-ce que c'est le cas ? J'ai pas vu beaucoup d'aviation dans les derniers jours. Il y en a eu par le passé. Le problème de la ville, c'est qu'on est plutôt sur les bâtiments de grande hauteur, qu'on est plutôt sur des montées sur l'ouest de la ville qui était encore tenue par les Ukrainiens. Et quand les Russes arrivaient avec leurs avions, ils se retrouvent un petit peu plus face à de la hauteur et donc il était possible de leur tirer dessus depuis l'épaule. Ce qui fait que sur la fin, il y avait quand même très très peu d'aviation. Mais oui, ils en avaient. Et ce qui explique aussi que la Russie a continué à perdre des avions de chasse jusqu'au mois dernier. Les Ukrainiens n'abandonnent pas, on l'a dit, le chef des troupes terrestres, Alexander Syrski, s'est montré dans une caserne qui serait dans les environs de Bakhmout. On va voir cette image. Il veut le montrer par sa présence, par ses propos, qu'il y aura une forme de tentative de reprendre la ville. En tout cas, ils le disent maintenant, s'ils considèrent qu'il y a un enjeu suffisant. L'enjeu suffisant, ce serait quoi ? Mais ce sera une faiblesse qui sera identifiée de la part des Russes sur les alentours. Est-ce que l'armée russe sera à la hauteur de la milice Wagner. Est-ce que ce sera intéressant de reprendre la ville par le centre ? Il ne faudra pas faire un Bakhmout à l'envers. Il faudrait faire ce qu'ils ont fait par exemple sur Izium ou sur Kupiansk, entourer la ville et faire un chaudron derrière dans lequel les Russes sont obligés d'abandonner finalement. Donc j'imagine pas qu'il y ait une reprise du terrain pied à pied avec tant de souffrance comme l'ont fait les Russes maintenant. Les offensives ukrainiennes, elles se feront dans les champs et ça permettra d'encercler des villes et de faire des centaines de prisonniers et de récupérer des milliers d'équipements comme ils ont pu le faire par le passé de septembre à novembre. Lisons ce que dit très précisément le commandement ukrainien. C'est évidemment crucial ce soir, la part de reconnaissance du fait qu'ils ont perdu la quasi-totalité de la ville, mais avec cette volonté de contre-offensive. Malgré le fait que nous contrôlons désormais une part insignifiante de Bakhmout, l'importance de sa défense ne perd pas de sa pertinence et continue Alexander Syrski, le commandant des forces terrestres. Nous continuons d'avancer le long des flancs dans la banlieue de Bakhmout et nous approchons en fait d'un encerclement tactique de la ville. Et il poursuit, alors évidemment il y a une part de présentation, et il poursuit même un peu plus en détail.
Grâce à cela, nous pourrons contrôler tous les immeubles de grande hauteur occupés par l'ennemi et les détruire progressivement. Oui, alors je vois pas l'intérêt de les redétruire dans l'autre sens, à part de faire fuir les Russes qui auraient pu s'y installer. Dans tous les cas, la ville, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus personne. S'il reste des habitants, ils sont aujourd'hui morts. De façon générale, quand un général annonce ce qu'il va dire, c'est généralement qu'il veut tromper l'ennemi. On dit rarement ce qu'on va faire. Mais bizarrement, les Ukrainiens disent parfois ce qu'ils vont faire. Ouais. Par exemple, la contre-offensive de Kherson, ils ont annoncé que c'était dans le sud. Tout le monde a dit c'est un bluff. Finalement, c'était bien dans le sud. Bon, c'est une autre manière de tromper. On peut aussi parfois dire ce qu'on fera vraiment. Et en l'occurrence, quand on regarde réellement une carte, ils ne sont pas encore revenus réellement. C'est-à-dire que le front s'aplatit parce que Bakhmout, qui était quasiment encerclé, c'est un petit peu plus plat sur le front. Donc finalement, on a cette situation dans laquelle ils sont en train de recommencer à avancer sur le nord et sur le sud. Alors, sur cette carte-là, vraiment carte en main, expliquez-nous s'il y a une tentative des Ukrainiens, ce que dit l'Ukraine ce soir, de reprendre, d'avoir un effet tenaille, c'est de quelle manière? Eh ben, l'objectif, alors faire des flèches, c'est vrai que c'est plus facile que d'avancer sur le terrain. Donc l'objectif, et ils sont en train de le faire, c'est de refaire perdre pied aux Russes sur les fronts qui permettaient de protéger la ville. Les Russes, très longtemps, ont essayé d'encercler cette ville plutôt que de la prendre mètre par mètre. Ils n'ont pas réussi. En mars, les Ukrainiens ont cherché à réavancer sur le nord et sur le sud. Et là, ça a été un échec d'une offensive ukrainienne. Par la suite, les Russes ont continué à avancer. Mais depuis le début du mois de mai, là, on a des vraies avancées qui sont relativement intéressantes. C'est-à-dire qu'en termes de superficie, et Prigojine l'a dit, il y a une des zones dans le nord où l'armée russe s'est localement effondrée, avec des images des soldats russes qui sont en train de s'enfuir. Ils ont perdu, Prigojine, 500 hommes juste pour prendre cette zone. Donc aujourd'hui, ça va certainement continuer, puisque les flancs ont l'air fragiles, et il y a des renforts ukrainiens qui sont en train d'arriver pour continuer à avancer. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans la périphérie? On a cette image très parlante où c'est à la fois un panorama et un déroulement dans le temps. Alors maintenant, elle a vécu, puisqu'au fond, là, les combats ne sont plus les mêmes depuis le moment où ça a été filmé, mais ce qui est resté, c'est la géographie de la ville. Donc on est là précisément aux portes de la ville. Ce sont ces fameux bâtiments de grande hauteur dont il parlait. Sont plus difficiles à prendre. Ça veut dire que là-dedans, si vous avez un obus d'artillerie dans une petite maison, forcément tout le monde est mort. Sauf que là, vous vous mettez au 3e étage d'un immeuble de 6 étages, vous n'êtes pas mort. Donc vous pouvez continuer à opérer avec des snipers, à lancer vos drones qui vont faire des munitions rôdeuses, à avoir des amplificateurs. Donc finalement, ces bâtiments-là sont les plus difficiles à prendre. Parce qu'en plus, ils offrent une vue qui est géniale. Et vous voyez que face à eux, il y a parfois des dizaines et des dizaines de mètres qui sont à découvert. Donc finalement, à partir du moment où à l'intérieur de ça, vous arrivez à survivre, la seule difficulté, c'est quand les Russes ont recommencé à utiliser des armes thermobariques qui s'appellent le TOS 1A, qui permettent d'avoir un effet de souffle même dans la profondeur d'un immeuble. Mais ça vise mal. Et tant mieux pour les Ukrainiens, j'en connais plusieurs, ils étaient à l'intérieur de ces bâtiments, ça a tapé autour, et du coup ils étaient toujours à l'intérieur. Les Russes croyaient que c'était libre, ils ont fait encore un assaut, et ils ont tué plusieurs Russes qui partaient sur cet assaut. De quelle manière on se bat si on reste sur cette image, même aux alentours? On a vu beaucoup d'images de tranchées, on comprend qu'il y a vraiment tout un lacis de tranchées qui a été créé tout autour. Alors, il y a une grande densité de protection. C'est-à-dire que même si, effectivement, Bakhmout est prise demain ou la semaine prochaine, derrière, ça n'avance pas plus que ça. Tout le front est une tranchée gigantesque. Et autour de Bakhmout, là, on a énormément d'endroits dans lesquels vous avez des forts, des petites fortifications, vous avez des vrais bunkers qui sont plus ou moins en dur, vous avez des tranchées dans lesquelles c'est du bois sur les côtés pour pas que ça s'effondre, parce qu'il a beaucoup plu dans les derniers mois. Et donc, finalement, ça veut dire qu'avancer dans cette zone, ça implique d'envoyer des troupes qui vont nettoyer les tranchées. Et là, on reprend un langage qui date de la Première Guerre mondiale et éventuellement soutenu par des chars. Et ce qui est assez étonnant dans les dernières vidéos qu'on a, c'est que quand les Ukrainiens avancent avec des chars, les Russes n'ont pas l'air d'avoir de système de défense pour tirer simplement sur ces chars, qui sont encore une fois les chars soviétiques. Les chars occidentaux ne sont pas encore arrivés. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une fragilité sur les flancs, et les vidéos qui ont été partagées par les Ukrainiens et qui sont toujours à leur gloire, mais là ça a l'air vraiment facile et ils avancent d'une manière qui est relativement inattendue. Écoutez, et là encore finalement les versions ne diffèrent pas tellement que ça. La version d'un des soldats de Wagner, alors, il y a toutes sortes d'images, de témoignages qui sont fournis évidemment côté russe, notamment aux unités de Wagner, sur le fait que les Ukrainiens se sont battus, en tout cas très très longtemps, jusqu'au dernier mètre pour défendre les parties qu'ils tenaient. Voici les derniers quartiers fortifiés qui étaient sous l'autorité des Ukrainiens et qui ont été attaqués à Bakhmout.
On comprend pourquoi l'armée ukrainienne s'est approchée d'ici. C'est là qu'on peut voir l'ensemble de Bakhmout et sa partie sud. C'est de là que partait la route de Chassivyar. Et c'est ici qu'arrivait l'aide militaire et humanitaire, là où les Ukrainiens voulaient s'accrocher à chaque centimètre. Chaque centimètre, hein. C'est là. C'est vraiment un combat à mort à un point inouï. Mais ils ont eu des morts pour chaque mètre de cette ville, c'est une certitude. Après, ils ne peuvent pas dire on a souffert depuis le mois d'août en prétendant que c'était facile. Ça fait depuis le mois d'août qu'ils rasent, qu'ils bombardent cette ville et qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'il y a eu des offensives, des reculs, des avancées. Donc ils sont obligés d'admettre que c'était une grande souffrance. Et puis quand dans quelques mois on fera le bilan et que les cimetières seront remplis, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de disparus ou de corps qui sont abandonnés sur le terrain, les Russes ne pourront pas dire c'était facile. On est en train de reproduire l'héroïsme de la Deuxième Guerre mondiale avec des millions et des millions de morts. C'est plus ou moins ça le langage qui est en train d'être tenu. Notre ennemi est très difficile et c'est aussi dans ça que ça s'inscrit. Le coût humain pour les Russes et le coût humain pour les Ukrainiens. Et je le répète tout à l'heure, Charline Murel, très important témoignage, on va l'entendre, elle rend l'Ukraine et elle parle des mutilés, des chocs psychologiques, de ce que ça coûte à la société ukrainienne. Quand on voit Volodymyr Zelensky, c'était en décembre, au milieu de ces hommes, il était là pas loin de Bakhmout dans une sorte de grande usine. Il y a cette image extrêmement forte où il est avec tous ses combattants avant de partir pour les États-Unis, aller demander les patriotes. Beaucoup sans doute sont morts parmi ceux qui sont là, quand on voit les bilans. Évidemment, pour l'Ukraine, c'est quand même une défaite qui n'est pas que symbolique, qui est aussi là. C'est une défaite médiatique, très clairement, mais c'est une victoire médiatique pour la Russie dans une guerre qui est médiatiquement gagnée majoritairement par l'Ukraine néanmoins. Mais la quantité de morts, ça va dans les deux sens. Quand on dit guerre d'attrition, la quantité de morts, c'est de fait une défaite pour l'Ukraine qui est très importante. Mais la question est, laquelle des deux armées est capable de soutenir cet effort et cette attrition plus longtemps ? De se renouveler. Aujourd'hui, on a la certitude mathématique que les Russes ont perdu beaucoup plus de troupes depuis le début de cette guerre. Oui, les Ukrainiens ont certainement perdu plus de 100 000 hommes, certainement plus de 50 000 morts, le reste étant blessés ou prisonniers. Mais en face d'eux, on a les Russes qui ont un ratio qui doit être au moins 2 fois plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a au moins 100 000 morts, d'après quasiment toutes les sources qu'on peut avoir, plus de 10 000 véhicules qui ont été perdus. C'est-à-dire que quand on quantifie les pertes avec des preuves, avec des photos, avec les calculs des ratios qu'on peut avoir, les Russes continuent à perdre 3 fois plus de véhicules que les Ukrainiens. Et forcément, c'est associé aussi à des morts qui sont derrière. Donc c'est une certitude. Les Ukrainiens souffrent. Les Ukrainiens ont des milliers et des milliers de morts. J'allais dire des centaines par jour, peut-être pas. Mais la réalité, c'est que si c'est eux qui souffrent le moins, si c'est eux qui sont capables de tenir le plus longtemps, si c'est eux qui se renouvellent, qui ont droit à la formation qu'on leur fournit par milliers d'hommes, qui est d'une qualité infiniment meilleure, si c'est eux qui reçoivent des équipements de meilleure qualité, alors que les Russes ont des systèmes qui sont moins efficaces maintenant qu'au début de la guerre, c'est eux qui vont continuer à prendre l'ascendant. L'extrême dureté des coups donnés et reçus. Regardez cette séquence nous avons reçue tout à l'heure. Ce sont les Russes qui sont bombardés par drone, si j'ai bien compris, mais c'est vous qui allez nous le dire. Ils sont protégés simplement par une simple bâche. Ouais. On se dit là, hein, c'est vraiment le degré zéro de la protection. Vous avez observé ce genre de scène ? Oui, alors en plus celle-là elle est particulièrement connue parce que c'est un drame pour les Russes en l'occurrence. C'est même des sacs poubelles a priori. C'est-à-dire qu'à certains endroits ils mettent simplement des filets, des sortes de filets qui permettent d'empêcher les gros drones d'arriver, notamment les munitions rôdeuses. C'était plutôt les Ukrainiens qui faisaient ça. Voire même ils mettaient des appâts, ils mettaient des gros systèmes bien visibles avec une sorte de filet de pêche au-dessus. Le munition rôdeuse arrivait puis ça permet de gaspiller les munitions russes. Là en l'occurrence, les pauvres soldats essaient simplement de se protéger en croyant qu'ils vont être protégés par un sac poubelle, en se disant ces petites grenades, finalement, elles vont tomber sur les côtés. Sauf qu'on le voit bien, la précision. J'ai été dans une usine dans laquelle ils produisent en impression 3D les grenades qui permettent d'être beaucoup plus à la verticale, vraiment une très très bonne précision quand ils vont les larguer. Donc là, ils arrivent à larguer dans des trous. Et on le voit en dessous. On voit les soldats russes qui essaient de s'enfuir parce qu'ils savent très bien que non seulement ils sont piégés, mais en plus ils ne peuvent pas s'enfuir à cause des protections qu'ils ont mis en place. Dans quelques instants, on aura aussi le général Gomard, ancien chef du renseignement français. Question politique à lui, mais à vous déjà. Est-ce que dans le calcul moral de ce qui est en train de se passer, en voyant ça, il y a une obligation encore plus grande que vont ressentir les Occidentaux de dire on ne peut pas laisser les Russes progresser, il faut qu'on fasse un effort. Toujours cette logique de compensation. Alors oui, mais je ne dirais pas juste les Occidentaux. Quand on regarde maintenant la liste des pays qui soutiennent ouvertement l'Ukraine, qu'on aille de la Jordanie, de l'Azerbaïdjan, du Pakistan,
du Cambodge, mais on a beaucoup de pays qui fournissent du Soudan, des pays qui arment militairement l'Ukraine. Et peut-être qu'il y en aura encore d'autres qui vont continuer. Donc de toute façon, la stratégie, c'est de montrer à Poutine que, quelle que soit l'issue des combats, quel que soit ce qui se passe, les souffrances qu'il fait endurer aujourd'hui à son peuple vont être pires demain. La dernière contre-offensive, qui a permis de reprendre 20 000 km², les Ukrainiens n'avaient qu'un peu d'artillerie occidentale et quelques véhicules. La contre-offensive qui va arriver dans quelques semaines, elle va comprendre aussi des chars et des missiles de longue portée. Et la contre-offensive qui aura lieu peut-être à l'automne, il y aura en plus ces avions de chasse. Donc c'est pour montrer qu'il y a une perspective dans laquelle plus la guerre va durer, plus ça va être à l'avantage des Ukrainiens. Est-ce qu'il y a un côté, pardon de la trivialité, mais la cavalerie est arrivée trop tard, c'est-à-dire les chars Léopard, toutes ces armes dont on nous disait, elles vont faire basculer, et vous nous dites les chars ne sont toujours pas arrivés là dans cette région. Non, c'est une certitude. Quand j'y étais, donc au mois d'avril, j'ai vu les chars, c'était pas les Léopard, c'était les Challenger 2, qui me disaient on sera prêt fin mai, début juin. Parce qu'il faut apprendre à se coordonner, parce que tous les véhicules n'ont pas les mêmes capacités, et il faut apprendre à travailler de manière tactique. Donc la contre-offensive, d'après les infos que j'avais à l'époque, ne pouvait pas avoir lieu avant la fin mai. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça va arriver très prochainement néanmoins, parce que politiquement, par contre, il faut que ça ait lieu avant la prochaine réunion de l'OTAN, qui a lieu à la mi-juillet. Mais est-ce que des chars auraient servi à Bakhmout, par exemple ? Bien sûr. Ou serviraient ? Alors, sur les contours de Bakhmout, si les Ukrainiens avaient eu à la contre-offensive de l'automne dernier les chars et tous les équipements, ils n'auraient pas repris juste 20 000 km², ils auraient repris beaucoup plus de territoire. Donc oui, évidemment, ça permet de compenser. Là, est-ce qu'il n'y a pas un peu de double discours occidental ? On veut bien croire qu'il faille coordonner, etc. Mais les Ukrainiens auraient bien voulu sans doute quelques-uns de ces chars sans attendre qu'il y ait une grande coordination, non ? Bien sûr. Mais dès le début, il aurait fallu mieux les aider et on aurait épargné des vies dans les deux camps. Si l'armée russe s'était effondrée au mois d'octobre, comme elle le fera peut-être dans l'année prochaine, on aurait épargné également des vies de Russes. Si ça avait pu arriver avant les grandes mobilisations, si la Russie avait compris qu'elle n'avait aucune chance de gagner parce qu'on va continuer à soutenir l'Ukraine de toute notre puissance, eh bien évidemment, elle se serait arrêtée plus tôt. Là, on voit des Léopard 2, on voit des colonnes entières de Léopard 2. On sait très bien que ces armements-là vont faire la différence. Il y a parfois ce discours un peu justificatif chez les Occidentaux. Alors, ils aident beaucoup, on ne va pas leur jeter la pierre, mais dans certains cas, on sent qu'ils se justifient. Par exemple, quand les Américains disent « De toute façon, les F-16, il y a quelques mois, ça n'aurait rien changé à Bakhmout ». Si, évidemment, ça c'est une excuse. Ça aurait tout changé depuis le début. Moi, je suis aviateur, je suis passionné d'aviation. Quand on sait à quel point l'écosystème qui va autour de ces avions de chasse est important, pourquoi est-ce qu'on s'est battu depuis un an pour donner des briques technologiques aux avions soviétiques ukrainiens ? On s'est fatigué à intégrer des missiles modernes, occidentaux, pour les faire tenir sur les MiG-29. Par exemple, des missiles qui vont être capables de remonter jusqu'à la source d'un radar. Ça a permis, par exemple, de détruire de la défense aérienne dans de grandes quantités. Des bombes guidées qui ont été utilisées sur Bakhmout, juste là, au mois d'avril. S'ils avaient eu plus tôt, évidemment, ça aurait été intéressant. Parce que là, on parle d'une bombe qui fait 1 tonne, avec une portée qui est celle de l'artillerie. Mais de l'artillerie, c'est 30 kilos. Une bombe JDAM, on la largue de 70 km de distance et ça détruit totalement les défenses. Cette fois, les F-16, il y a vraiment un cap très important qui a été franchi. Il est confirmé au G7 au Japon. Il est même confirmé encore plus par les États-Unis. C'est la déclaration spectaculaire de la soirée, celle de Jack Sullivan, un des hommes les plus influents du monde. C'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis qui légitime pour la première fois de manière explicite. Vous savez, il y a de grands débats, y compris dans la presse américaine, si les Américains retenaient ou non le bras des Ukrainiens en Crimée. Là, c'est clair. Nous avons dit que nous n'autoriserons pas l'Ukraine à utiliser des armes américaines et occidentales pour attaquer la Russie, ça ne change pas, mais il ajoute, et nous pensons que la Crimée, c'est l'Ukraine, donc, conclusion, évidemment, c'est le droit international qui le dit, mais les Américains qui ont la force, c'est autre chose. Mais de facto, de toute façon, la Crimée, c'est l'Ukraine, et la Crimée redeviendra certainement l'Ukraine d'ici quelques temps. Maintenant, la question, c'est, qu'est-ce que ça change ? Puisque les Ukrainiens font déjà des dizaines et des dizaines d'attaques sur la Crimée. Alors, le fait qu'ils puissent le faire avec les avions de chasse plutôt qu'avec simplement le matériel qu'ils développent eux-mêmes, ça va monter en nombre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des systèmes du sol-sol, des drones par exemple, quand ils pourront le faire avec des missiles, comme je le disais à l'instant, des missiles Storm Shadow, des missiles comme les bombes comme les JDAM, ça va permettre d'accélérer le reflux. Prenons un cas très précis, le pont de Crimée, le pont de Kerch, le bijou de Vladimir Poutine où il a investi tellement, qui a été touché effectivement déjà. Mais cette fois-ci, et Danilov, le président du Conseil de sécurité, disait il y a 2 jours sur notre antenne, c'est un objectif militaire, donc on peut le viser. Avec des F-16, évidemment, ça ira plus vite.
Avec des missiles de croisière. Alors maintenant que les Ukrainiens ont des missiles Storm Shadow, il est possible qu'il n'y ait même plus besoin d'avoir des F-16. Parce que comme on a acquis des capacités technologiques sur les avions soviétiques à partir de missiles occidentaux, effectivement, la difficulté, c'est qu'on l'a vu ici, l'explosion qui faisait certainement des tonnes d'explosifs a permis de détruire le pont routier. Par contre, le pont ferroviaire qui est derrière, il a juste été abîmé parce que le hasard ou la chance ou l'organisation des Ukrainiens fait qu'il y avait du carburant dans ces trains. Ça a abîmé la structure. Et le pont routier est réparé, mais le pont ferroviaire n'est pas encore réparé. Or, une grosse partie de la logistique passe par là. Vous voyez la largeur d'un pilier? Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'il faut des missiles qui ont une précision qui est de quelques dizaines de centimètres pour pouvoir taper sur ce pilier. Et ça, c'est possible avec les missiles Storm Shadow qui ont déjà été fournis. Donc, le problème, c'est que pour lancer ces missiles Storm Shadow, il faut survoler toute la zone qui est le long de la mer d'Azov, qui est maîtrisée par la Russie, et dans laquelle elle peut avoir des missiles de défense aérienne qui pourraient empêcher ces missiles d'arriver. Alors, vous parlez des Storm Shadow, illustration très spectaculaire. C'est une arme anglaise, enfin livrée par les Anglais, anglo-française, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là, ça marche très vite. Alors, c'est le contre-exemple de ce qu'on a dit avant sur des lenteurs occidentales. Là, les Anglais ont fait très vite, très fort, et on en voit déjà les effets. C'est notamment à Berdyansk ces dernières heures, avec, semble-t-il, un Storm Shadow qui a été utilisé. On est là en territoire ukrainien occupé par les Russes, et visiblement, ça marche. Et à Mariupol également, il y en a quasiment tous les jours, a priori, qui sont tirés avec une grande efficacité. Les Russes disent qu'ils en interceptent beaucoup. En tout cas, il y en a quelques-uns qui passent, et c'est ça qui est important. L'intérêt, c'est que c'est un missile qui a une double tête. Par exemple, une première tête qui va pouvoir se détacher, qui va pouvoir creuser un premier trou, et ensuite il y a l'explosif qui rentre derrière. Donc même si vous avez un bunker enterré, ça va raser absolument tout ce qu'il y a en face. Les stocks de munitions, les centres de commandement, tout ça est à portée de tir sur la totalité du territoire ukrainien, Crimée compris. On peut penser par exemple également le port de Sébastopol. Donc finalement, il n'y a plus aucun endroit dans lequel les Russes vont être à l'abri. Et ça, d'un point de vue logistique, ça va être très compliqué à gérer pour eux. Expliquez-nous cette vidéo précisément, là, comment, en termes simplement aussi de portage et puis de lancement, comment fonctionne le Storm Shadow? Alors, c'est un missile qui est beaucoup plus gros que les autres bombes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il va faire plus d'une tonne, peut-être une tonne 2, je ne sais pas exactement. Ce qui fait qu'il n'était pas utilisable par les autres avions soviétiques, comme par exemple le MiG-29 ou le Sukhoi 25. Donc on le voit, il est plutôt sous le point d'emport ventral pour les avions. Il va tomber, il y a ces petites ailes qui vont se déployer. Et là, on est vraiment sur un système qui est propulsé, qui peut porter à plus de 300 km de portée dans sa version export, puisqu'il est exporté de la part de la Grande-Bretagne avec l'accord de la France. Et à ce moment-là, ça va aller avec une précision qui est très très importante sur des cibles. On le voit, donc 560 km, c'est la portée théorique quand c'est la France ou le Angleterre qui l'utilise, mais quand on le vend, c'est réduit à 300, mais ce qui est suffisant sur le territoire ukrainien pour maîtriser la totalité de son territoire ukrainien. Celui qui livre a-t-il encore un contrôle? On se rappelle évidemment la fameuse affaire des exocets, quand on se souvient la guerre des Malouines, la guerre des Falklands, quand les Français étaient un peu gênés, parce que leurs armes pouvaient être utilisées contre l'allié britannique et on pouvait à distance encore régler, c'est ça? On avait donné les contre-mesures qui permettaient aux Anglais d'être capables de réduire l'efficacité de l'exocet. Mais néanmoins, il y avait quand même eu des navires britanniques qui avaient été coulés par le missile français Exocet. Là, en l'occurrence, je serais étonné qu'on ait encore des clés qui permettent d'empêcher ce genre de système. Une fois qu'on l'a donné aux Ukrainiens, la main est à eux. Logiquement, oui. Néanmoins, il y a des précédents. Par exemple, les Russes ont trahi leurs alliés iraniens. Quand l'Iran avait... en fait, il y avait eu la guerre contre la Géorgie. La Géorgie avait acheté des drones israéliens et Israël avait échangé la capacité de détruire les drones géorgiens contre des informations sur la défense iranienne. Donc, des coups de poignard entre alliés, ça se fait. Mais dans le cas ici, ça n'arrivera pas. La carte du rayon du Storm Shadow, elle parle d'elle-même. On a là une arme qui est... très efficace. C'est une arme dans la main des Ukrainiens qui va leur permettre certainement de gagner des batailles, ou en tout cas à certains points. Voilà, c'est cette bande de 300 km, même évidemment à l'intérieur de la Russie, et puis Sébastopol, la Crimée, etc., toute la partie occupée de l'Ukraine. A priori, ils ne taperont pas sur la Russie, encore une fois, parce qu'ils ont déjà c'est un engagement de le faire. C'est un engagement de leur part, et s'ils le faisaient, évidemment, ils perdraient aussi beaucoup de soutien de la part de leurs alliés. Néanmoins, pour moi, maintenant qu'on a donné, que les Britanniques ont donné le Storm Shadow, je vois plus la problématique pour les Américains de fournir les missiles Attack-MS. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'arrivée des fameux HIMARS qui ont eu un impact stratégique sur le terrain, qui ont permis de faire reculer les stocks de munitions des Russes à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui rendait beaucoup plus difficile l'afflux logistique des équipements. Et de la même manière, maintenant, ça y est, les Ukrainiens ont la capacité de tirer à 300 km, autant leur fournir également les missiles sol-sol. Est-ce qu'on a une idée de la quantité, non plus de Storm Shadow, mais maintenant de F-16? C'est évidemment le grand enjeu qui pourront être livrés. On rappelle la carte et on rappelle le principe.
les Américains ne veulent pas donner leur propre F-16, mais ils donnent le OK pour que les pays qui possèdent des F-16 les donnent, c'est le matériel américain, aux Ukrainiens. Là, on a en mauve les pays qui possèdent des F-16. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer sur les pays qui feront le choix et sur la quantité ? Alors, il y a plusieurs pays qui sont en train d'arriver avec leurs F-16 qui sont en fin de vie, qui vont être renouvelés par des F-35. C'est pas parce qu'ils sont en train de retirer du parc qu'ils n'ont plus aucun potentiel. Et on a par exemple des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Pologne, qui sont des pays sur lesquels ils ont déjà annoncé quel était le renouvellement qui arriverait. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et surtout si on leur assure la protection. Si on met des Rafales en Pologne et que la Pologne décide de fournir 20 F-16 la semaine prochaine, ça peut aller très très rapidement. Et là, en ordre de grandeur, on est sur combien ? Les pays que vous avez signés. Dans un premier temps, alors potentiellement, s'ils donnaient tous la totalité de leur stock, on serait certainement au-delà de 200 unités. Maintenant, c'est pas cohérent. Il faudrait commencer certainement par 36 appareils, par exemple, une petite quarantaine, qui permettrait de monter en puissance, qui permettrait encore de l'avoir de la marge derrière, parce qu'il y a toujours cet équilibre. On dit à Poutine, attention, on va continuer à leur fournir si tu ne te retires pas. C'est aussi pour ça, je te parlais à l'instant, les missiles d'attaque MS, les Américains ne les donneront que si les Russes utilisent des armes balistiques iraniennes. Donc il y a aussi toujours cet équilibre. Attention, retenez-nous parce qu'on peut faire pire que ça. Comment les Russes peuvent-ils réagir ? Si on regarde d'abord l'accélération de certaines armes qu'ils ont utilisées, vous l'avez dit vous-même, les bombes incendiaires, notamment à Bakhmout. C'était il y a quelques jours seulement. Bien sûr, mais ça, c'est ce genre d'armes. De toute façon, les Russes ne renoncent à rien. En termes d'horreur, ils ont tout fait. Tout ce qui était impossible, tout ce qui était interdit, c'est pas pour rien que maintenant l'état-major russe est accusé devant la Cour pénale internationale. Ils ont fait tout ce qui était illégal. Il n'y a pas encore les armes chimiques, il n'y a pas encore les armes nucléaires. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils passent à cette étape-là parce que là, ils s'inscriraient dans le camp des méchants, même pour leur propre politique intérieure. Ils ne peuvent pas devenir le méchant dans leur communication et ils ne peuvent pas dire on défend les Ukrainiens en les tuant avec les bombes atomiques. Dans le storytelling, quand on voit la propagande russe, ils continuent à prétendre que c'est une guerre facile de libération, qu'ils sont accueillis. Là, les pauvres habitants de Bakhmout, ils sont libérés de leur vie et de leurs immeubles. C'est tout ce qu'ils sont libérés. Donc, de toute façon, ces armes ne feront pas la différence. La Russie ne peut pas monter en puissance. Aujourd'hui, simplement en termes de communication, elle peut dire on va tirer avec notre Sukhoi 57, qui est l'avion de 5e génération, dont ils disposent en quelques exemplaires, pas très opérationnels encore, mais ils ne pourront pas faire plus que ça. Dans le catalogue, on dit qu'il y a une grande différence entre la liste catalogue, si j'ose dire, des Russes et ce qui est effectif. Ces fameux missiles perceurs de bunkers. Ces dernières heures, les Russes revendiquent là des progrès, par exemple. Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est à faire ? Non, alors c'est des bombes planantes, exactement comme les JDAM que j'évoquais tout à l'heure pour les Ukrainiens. Ils ont des bombes planantes. Du côté ukrainien, ça plane à 70 km. Du côté russe, ça plane à 40 km. Ce qui veut dire qu'ils doivent quand même se trouver à une quarantaine de kilomètres de leur cible, donc potentiellement apporter des missiles ukrainiens. Tandis que déjà 70 km, ça commence à être une sécurité qui est plus importante. Ils en ont. Ils s'en servent depuis maintenant plusieurs mois. Une partie de ces bombes ne fonctionne pas, donc on a pu récupérer des bombes entières qui étaient opérationnelles. Et dans certains cas, quand elles ont fonctionné, par exemple, sur Vuhledar, c'est tombé dans une zone qui était 100% civile. Les journalistes ont pu aller le constater sur place. Mais oui, les Russes ont également ce type d'équipement. Maintenant, il faut reconnaître qu'ils ont plusieurs décennies de retard sur leur mise en œuvre. Vous avez des capacités de monitoring de ce qui se passe dans le ciel de l'Ukraine, mais aussi dans les abords. Est-ce que les Américains, évidemment, ont des capacités d'écoute qui sont supérieures à celles des autres ? Est-ce qu'ils observent des mouvements de troupes de certains ordres qui se rapprochent maintenant de l'Ukraine ? Alors, je ne peux pas vous dire ce que voient les Américains. Je peux dire que moi, j'ai une communauté, j'ai la chance d'avoir plusieurs dizaines de personnes qui font la veille avec moi. Et oui, on commence à avoir des Russes par exemple, qui vont remplacer Prigojine sur Bakhmout. C'est-à-dire qu'il y a une partie des réserves russes qui sont en train d'avancer. Ça veut dire qu'il y aura moins de Russes qui sont disponibles sur la réserve. Après, si la question est de savoir de quel côté les Ukrainiens vont attaquer, aujourd'hui, il n'y a aucun signal qui nous permet de le dire, puisqu'on remarque que peut-être volontairement, les Ukrainiens tapent sur la totalité du front. Autant sur le sud à Mariupol, autant vers Zaporijjia, autant dans le Donbass. Donc ça permet de ne pas savoir de quel côté ils vont arriver. Et je pense qu'ils vont continuer à semer le doute en tout cas. Ce que vous dites est très significatif. On peut observer déjà maintenant les tentatives de relève russes qui s'approchent notamment de Bakhmout. Alors dans la zone occupée, il y a des civils qui ont filmé des troupes qui ont pu être identifiées, je ne me souviens plus des brigades exactes, mais qui ont pu être identifiées comme étant en train de se rendre sur Bakhmout parce que Prigojine a dit dans 3 jours, on n'est plus là.
Maintenant, on va laisser la place. Va nous rejoindre le général Gomard, Christophe Gomard, qui dirigeait le renseignement militaire français. Mon général, merci beaucoup de nous rejoindre à votre tour. On parle ici, et j'aimerais aussi votre éclairage à ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. De la capacité russe.